Jean-Pierre Mercier est mon invité pour cette deuxième partie de Périscope. Bonjour Monsieur Mercier. Bonjour. Délégué central CGT PSA, PSA, le groupe PSA. Avant de démarrer, on réécoute Philippe Martinez qui était hier matin avec Christophe Jacubizine. La question qui lui était posée, c'était... il y a un round de négociations qui est prévu à Matignon notamment, et la question qui était posée à M. Martinez, c'était de savoir si la CGT irait ou pas. On est convoqué, il n'y a pas d'autre mot, à Matignon pour discuter de ça. Vous allez y aller? Non. La construction du cahier de revendication, c'est la base du syndicalisme CGT. Le cahier de doléances, ça vous plaît? Cahier de doléances ou cahier d'expression populaire, c'est peut-être comme ça qu'on va le nommer. Bien sûr, ça nous plaît, c'est notre, entre guillemets, cœur de métier. Et puis après, par contre, une fois qu'on a écrit tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et il nous semble que occuper les ronds-points le samedi, c'est bien, on l'a fait aussi, mais aller dans les entreprises ou les services, demander que les richesses soient mieux partagées, c'est mieux. Bon, Jean-Pierre Mercier, c'est un peu binaire ce que dit M. Martinez. C'est soit on est dans les entreprises, soit on est sur les ronds-points. C'est comme ça que je l'ai un peu compris. Vous allez me dire qu'on peut être aux deux endroits. Non, oui, c'est pas du tout binaire. Il y a eu un mouvement populaire, une mobilisation populaire qui n'est pas terminée, qui s'est développé, qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, et c'est très bien, qui a donné de l'oxygène. Ouais. Maintenant, pour avoir une perspective, la seule perspective viable et possible, elle est que cette contestation rentre dans les entreprises, là où se créent les richesses, là où se fabriquent les milliards, les dizaines de milliards de profits, les 57 milliards de dividendes qui ont été versés l'année dernière aux quelques actionnaires de ces grandes entreprises du CAC 40. Vous savez combien on versait de salaire en même temps? Comment? Vous savez combien on versait de salaire en même temps que ces 57 milliards? Alors, très peu de salaire. Hein. 490 milliards. Oui, peu. Bien sûr que c'est peu. D'où la mobilisation des Gilets jaunes. Non, mais vous, franchement, moi je veux bien entendre qu'en France, on est bien payé. Non, je n'ai pas dit ça. On nous rabâche tous les jours qu'on coûte trop cher. Alors que vous avez des actionnaires qui prennent des décisions dans des assemblées générales de très grandes sociétés, comme Safran, de brûler 3 milliards d'euros de rachat d'actions. 3 milliards d'euros de rachat d'actions, j'explique un petit peu, parce que ça paraît complètement dingue, c'est le fait de racheter ses propres actions pour faire monter au niveau du dividende, pour que ça soit sur moins d'actions. Toutes les entreprises, pour s'en mettre encore plus dans la poche. C'est ce que font les entreprises américaines aujourd'hui. Parce qu'elles ont des caisses, parce qu'elles ont de la trésorerie, et qu'effectivement, il est plus rentable de racheter ses propres actions que d'investir dans des plans de développement. Oui, c'est ce qu'on appelle vraiment la financiarisation de l'économie. Et ça, c'est en train de tuer l'économie. Mais quand je dis tuer l'économie, ça nous tue, nous, les travailleurs, ceux qui produisons ces richesses. Parce qu'à la base, il faut quand même une certaine production, il faut quand même un certain travail. Et c'est nous qui fabriquons ces richesses. Et donc, la perspective du mouvement des Gilets jaunes, la seule perspective valable, c'est que cette contestation, elle rentre dans les entreprises, qu'on puisse... comment on peut peser sur les décisions d'un gouvernement ou sur les décisions des entreprises, des très grandes entreprises de ce pays. J'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas. Si, mais bien sûr que si. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Non, la seule différence, c'est que moi, je suis un travailleur. Je produis des richesses. C'est pas contre vous, je dis ça. Je produis des richesses. Et quand j'arrête de travailler, c'est là où je peux obtenir, en instaurant un rapport de force, c'est là où je peux imposer mes conditions en tant que travailleur. Je comprends bien la grève générale. Bien sûr, mais bien sûr, elle est là la perspective. C'est une évidence et c'est la base. C'est ce que Philippe Martinez parle quand il parle des entreprises, des services, de l'industrie, etc. Bon, il y a quelqu'un que je vais vous faire voir dans l'actualité. Peut-être qu'on va partager un point de vue, vous et moi. C'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui dirige un grand groupe automobile. Il n'est plus en France. Il est au Japon et on a découvert que Carlos Ghosn, en réalité, n'est plus résident fiscal français depuis 2012. Bon, on va être d'accord pour dire que ce genre d'itinéraire personnel, ce type de comportement, ça coûte beaucoup plus cher à toute l'économie française que tous les mouvements de grève depuis 10 ans probablement. C'est un effet qui est absolument délétère, qui est épouvantable et qui alimente légitimement la colère. Simplement, j'ajoute, moi, je ne serais peut-être pas d'accord là sur cet aspect additionnel, tous les patrons ne s'appellent pas Carlos Ghosn. Carlos Ghosn est patron, mais tous les patrons ne sont pas Carlos Ghosn, heureusement. Bien sûr, mais là, dans le cas de Carlos Ghosn, c'est... ce qu'il y a d'énorme, c'est d'abord évidemment son salaire.
45 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. 15 millions par an, c'est voilà, ça truc de dingue, truc de dingue. Mais surtout, c'est qui fait subir à l'ensemble des salariés de Renault, ouvriers professionnels, techniciens, ingénieurs, cadres, des conditions de travail qui sont de pire en pire, avec un blocage de salaire qui existe depuis des années et des années, et dans toutes les grandes entreprises capitalistes de ce pays, Renault, c'est exactement la même chose. Attendez, chez Renault, là, la prime gilet jaune, je viens de l'apprendre, la prime gilet jaune, ça va être 500 € pour les moins bien payés. 500 € pour les moins bien payés. Alors qu'on parlait, avant Noël, on parlait de 1 000 € déjà. Bon, donc c'est bien la preuve qu'il faut se concentrer sur... Non, les 500. Mais bien sûr, parce que c'est notre argent. Mais c'est bien la preuve qu'il faut se concentrer sur les augmentations de salaire, sur l'augmentation du salaire de base. Elle est là, pour nous, la revendication principale, parce que c'est que de cette manière-là qu'on pourra défendre notre pouvoir d'achat. Et comment on fait ensuite, donc, si on augmente le salaire de base? Vous avez raison, hein, après tout, c'est une issue tout à fait logique. C'est notre seul revenu. Seul revenu. Non, mais moi, je ne conteste pas que les gens doivent gagner correctement leur vie. Mais bon, on n'est pas tout seul au monde. Il y a des gens à côté de chez nous. Dans l'industrie automobile, on fait travailler beaucoup de Polonais, beaucoup de Tchèques en Allemagne. Eux, ils travaillent à 6 € de l'heure. C'est pas bien, hein. Je ne défends pas du tout ce modèle. Mais comment on fait pour continuer? J'ai une question simple, hein. Comment on fait pour continuer à vendre des voitures françaises? Comment on fait pour continuer à vendre de la production française alors qu'on aurait une compétitivité prix dégradée? C'est la question fondamentale qu'il faut que les salariés, les travailleurs, si on parle de la filière automobile, quel que soit le pays d'origine, ils ont des intérêts communs. Et qu'il faut qu'ils défendent d'une manière coordonnée, d'une manière générale, leurs intérêts en tant que travailleurs de l'automobile. Lutte ouvrière revient derrière la CGT, là. C'est votre double identité, mais c'est très bien, d'ailleurs. Bien sûr. Là, j'interviens en tant que délégué syndical. On sent que il y a le substrat idéologique, et il y a le substrat idéologique un peu internationaliste. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous, vous avez les mêmes intérêts. Et c'est aussi la devise de la CGT. C'est aussi la devise de la CGT, parce que on est bien conscient à la CGT que les salariés ont des intérêts communs au-delà des frontières, bien évidemment. Moi, mes camarades d'Opel qui ont été rachetés par Carlos Tavares, le PDG de PSA, on a exactement les mêmes intérêts parce qu'on subit les mêmes attaques pour enrichir les mêmes actionnaires. Alors, je vais vous faire écouter quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vous demander de commenter particulièrement, mais c'est Laurent Berger qui, vous savez, on cherche un peu des solutions. On a ouvert la boîte à idées, on cherche des solutions pour sortir de la crise. Laurent Berger, lui, il appelle, c'est une question de vocabulaire, ça change ici ou là, à des états généraux du pouvoir de vivre. Donc nous avons demandé qu'à l'issue de ce débat s'organise une sorte de Grenelle du pouvoir de vivre qui reprendrait sur les thèmes du débat des propositions concrètes qui seraient débattues avec les associations, les organisations syndicales, patronales, pour essayer de faire émerger des solutions concrètes. Et puis, pourquoi pas, avec des formes innovantes, telles que des jurys citoyens, comme le font un certain nombre de pays, notamment de pays nordiques au niveau européen. C'est dur, la démocratie. C'est dur, y compris d'ailleurs la démocratie économique et sociale. Tout à l'heure, on se disait avec Cyril Lachèvre, d'abord, on ne peut pas discuter à 65 millions. C'est compliqué. Il faut trouver des échelons pertinents. Vous parlez des entreprises, mais il y a aussi les collectivités locales. Laurent Berger, il parle des associations. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à inventer dans ce pays. Vous voyez, sortons un peu du champ politique et idéologique. Nous sommes d'épouvantables conservateurs. On a toujours fait de la même façon. Ça ne marche plus. Il faut qu'on trouve autre chose. La question qui est posée d'une manière, je trouve, assez claire par les Gilets jaunes, c'est la manière comment la population peut contrôler les décisions qui sont prises. Participer plutôt, non ? Mais même contrôler les décisions. Parce que la révocabilité des élus, comprenez qu'on est... Moi, je pense qu'on ne vit pas dans une démocratie, même si le système dans lequel on vit en France, évidemment, il n'a rien à voir avec les républiques bananières. C'est une évidence. Parce qu'on est un pays riche. Simplement parce qu'on est un pays riche et qu'aujourd'hui, les gouvernants peuvent se permettre de nous faire voter simplement. Mais voter tous les 5 ans, ça veut dire quoi, ça ? Et même les échéances électorales intermédiaires, qui sont très souvent des désaveux pour le pouvoir en place, ne remettent pas en cause les politiques, la politique qui est décidée pour le mandat censitaire, c'est-à-dire que j'élis quelqu'un, le principe c'est je donne mandat à quelqu'un pour faire quelque chose, s'il ne le fait pas, je le mets à la porte. Ouais, je suis pour que la population contrôle ce que font les élus,
Si ça va pas, on les vire, tout simplement. On les vire. C'est la révocabilité des... Vous savez, en France, ça a existé, ça. Pendant 100 jours, dans la plus grande ville de France, à Paris, pendant la Commune de Paris, ça a existé. Et ben pourquoi on ne pourrait pas le faire à l'échelle d'un pays? Le problème n'est pas le nombre d'habitants. Hein. Le problème, c'est une volonté politique, de la détermination, et puis surtout instaurer un rapport de force au niveau de la population pour pouvoir faire en sorte que nos élus soient contrôlés. Alors, une petite question provocante. Vous parlez de révocabilité des élus, et moi je vous pose celle de la révocabilité du peuple. Et si le peuple était incompétent? Je peux prendre un exemple très simple. Quand on dit je veux plus de services publics et moins d'impôts, Jean-Pierre Mercier peut se mettre d'accord, et même votre amie Nathalie Arthaud, qui est prof d'éco, serait d'accord sur ce terrain-là. On ne peut pas faire plus avec moins. Il faut trouver une issue. Alors moi, je peux vous dire qu'il y a énormément. Donc on peut faire énormément. Non, mais on peut faire énormément, bien sûr. Mais on ne peut pas tout à la fois exiger moins d'impôts pour soi et plus de services publics. C'est pas possible. Si, je vais vous faire la démonstration. Vous avez l'État a un budget. Oui. Comment vous expliquez qu'il y a 40 milliards qui partent au CICE et que le budget de la santé, le budget de l'éducation nationale, le budget de la recherche, de la culture, du sport, c'est sabré année après année. Bien sûr qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliards. Vous exagérez, là. Non, c'est pas vrai. 40 milliards de CICE, j'exagère pas du tout. Vous avez aujourd'hui une politique au niveau du budget de la santé. Vous avez une politique. J'en sais quelque chose. Il y a l'usine de PSA à Saint-Ouen qui ferme pour faire la place à un compactage de 2 hôpitaux. L'hôpital de Beaujon à Paris, l'hôpital... Qu'importe, oui. 2 hôpitaux. Un compactage pour faire un seul hôpital, 500 lits en moins, ça veut dire des suppressions d'effectifs dans les hôpitaux. Attendez, monsieur Mercier, la moitié des dépenses de santé en France, c'est l'hôpital public. Les dépenses de santé, vous savez combien c'est en France? C'est 250 milliards d'euros. La moitié de ces dépenses, c'est l'hôpital public. Attendez, on est aujourd'hui, mais c'est les progrès de la médecine, c'est formidable. On peut opérer les gens dans la journée, ils retournent chez eux le soir. C'est la chirurgie ambulatoire. Ça fait moins de lits d'hôpitaux, moins de dépenses, plus d'argent affecté aux soins. C'est pas idiot, ça, non? Ce qui est en train de tuer l'hôpital public et la santé publique d'une manière générale, c'est que ça fonctionne maintenant sous l'ère de la financiarisation. C'est ça qui est en train de tuer la santé publique. Oui, à chaque fois que vous faites rentrer la finance, à chaque fois que vous faites rentrer la notion de privé dans une activité économique, vous êtes en train de la tuer. Vous êtes en train de la tuer. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la santé publique. Aujourd'hui, un directeur d'hôpital se doit d'être rentable. Jean-Pierre Mercier, je vous parle de l'hôpital public. Mais pourquoi il se doit d'être rentable, au moins à l'équilibre? Parce que c'est l'argent des Français. C'est pas l'argent des actionnaires. La santé n'a pas de prix. On demande pas aux actionnaires des grandes entreprises privés de ce pays, quand ils reçoivent 40 milliards de CICE, d'être rentables. On leur demande pas ça. On leur donne ça simplement, soi-disant pour embaucher, et ils licencient. Donc Alors, deux mots d'un autre secteur. On va passer de la santé au tourisme. Le mouvement, il a des conséquences économiques. Et ces conséquences, on finira tous par les payer, quel que soit le modèle d'ailleurs dans lequel on vit. Alors, dans le secteur du commerce et du tourisme, par exemple, on a des chiffres, c'est -5 à -10% d'arrivées aériennes internationales à Paris au mois de décembre. Et puis, c'est aussi des conséquences pour l'emploi dans un secteur qui est le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans le monde. Hein. Je crois que c'est 24% du PIB dans le monde. Enfin, c'est beaucoup. C'est le retail, ce qu'on appelle le retail. On voit bien que finalement ce mouvement, il pèse non seulement sur l'économie, mais ça c'est abstrait. Les comptes de l'État là dont on parle, pour le moment c'est un livre comptable. Un jour il faudra faire le point. Mais ça pèse aussi sur la vie personnelle de gens qui ont un petit boulot. Bien sûr, mais ça. Je ne monte pas les uns contre les autres, je vous demande simplement votre avis. Bien sûr, oui, c'est une évidence, certes les chiffres sont là, mais c'est la conséquence de la politique directe d'Emmanuel Macron. C'est ni plus ni moins. Moi, je vais sûrement pas reprocher aux gilets jaunes. Vous savez, et puis alors, les petits commerçants, moi, avant Noël, là, j'en ai eu ras la casquette. Pourquoi? Quand je parle des petits commerçants, c'était les petits commerçants, soi-disant petits commerçants, du Triangle d'Or à Paris, des Champs-Élysées. C'est pas des petits commerçants. Non, ça, c'est des grandes enseignes. Vous bien sûr, des grandes enseignes. mais c'est eux qu'on entendait le plus. C'est eux qu'on entendait le plus. Vous savez, nos salaires sont tellement bas. On a déjà tellement de mal à joindre les deux bouts que je vous assure, si on ne fait pas les soldes le samedi, on les fera dans la semaine. Vous inquiétez pas. Bon, je retiens 2 mots de notre entretien. Grève générale. Oui. Grève générale pour Jean-Pierre Mercier, CGT PSA. Merci beaucoup d'être venu dans Périscope.